Salih Kelasouba, vous voyez, vous êtes une chaîne civilisée, une chaîne de télévision qui est écoutée dans tout le monde entier. Il faudrait que vous évitiez que ces gens de personnages viennent sur votre chaîne et qui viennent... poli, mon frère. Non, s'il vous plaît, Basile Gwali Dodo, s'il vous Tu plaît. insultes Djibril Thiam d'Intrui, etc. Non, s'il vous plaît. Oui, non, s'il vous plaît, laissez-moi. Je t'ai laissé parler, laisse-moi parler. Basile Gwali Dodo, s'il vous plaît. Il faut me laisser parler. Attendez votre tour de table. Vous avez parlé, vous avez pas proposé des insultes. Allez-y, honorable, allez-y. Je ne peux pas me permettre qu'on insulte quelqu'un d'intrui, etc. De 1960 à 1989, avant que le président Alassane arrive ici, qui avait ces traces ici? Dans ce pays-là, qui avait ces traces? On allait le chercher pour venir. D'accord. Basile Gwali Dodo, le PDCI, c'est votre ancienne maison. Comment vous accueillez, comment vous avez vu, apprécier cette sortie du président Thiam, cette première sortie? Monsieur Kelasouba, comme tous les rassemblements auxquels j'ai eu à assister, ce rassemblement était un rassemblement folklorique. Comment? C'était un rassemblement folklorique. Pourquoi? Et vous allez voir que demain, ils iront dans une autre circonscription, vous allez retrouver les mêmes personnes. C'est-à-dire quoi? Près de 278 cas ont ramassé des gens de toute la Côte d'Ivoire. Ils se sont retrouvés à Soubré, ils ont fêté et ils ont laissé croire que ce sont les populations de Soubré. J'ai dit que c'était un rassemblement folklorique. Mais ça, ce n'est pas un problème, ce n'est pas ça qui est le problème. Mais celui qui pose problème pour moi, c'est M. Thiam. Pourquoi il poserait un problème? Il pose un problème pour moi. Voici quelqu'un qui, après le coup d'État qui a eu lieu dans ce pays, a quitté la Côte d'Ivoire. Il est parti et 24 ans après qu'il soit parti, il revient. Ça veut dire qu'il est déconnecté de la Côte d'Ivoire. 24 ans après. Il revient et pendant ce temps, au moment où il était dehors, hors de la Côte d'Ivoire, il faisait le tour de la Côte d'Ivoire sans y mettre pied. Même son propre frère, Daouda Thiam, est décédé, il n'est pas venu. Il y a une de ses sœurs aussi qui est décédée, il n'est pas venu. Pourtant, il vient prendre la tête d'un parti comme un arriviste. Pendant que ceux qui étaient dans ce pays, ceux qui étaient dans ce parti, et lui-même le sait, ceux qui sont battus pour ce parti, je veux parler de Bio, par exemple, je veux parler de Maurice Kakou Gikawe, mais en son temps, quand j'étais là-bas, je veux parler encore de moi-même. Il y a des gens qui sont battus pour que ce parti-là soit vivant. Et il vient, en tant qu'usurpateur, il est placé par la magie de certaines personnes à la tête du parti. Donc ça, c'est pas un problème. C'est pourquoi je dis, il me pose problème. Mais pendant qu'il ne venait pas ici, moi j'ai appris, avec mes amis qui sont au Sénégal, ils partaient chaque fois au Sénégal. Pourtant, ils ne venaient pas en Côte d'Ivoire. C'est quoi le lien? Oui, le lien, c'est qu'il n'aime pas ce pays, mais il veut profiter, à travers le PDCI, de certaines choses, de certains avantages dans ce pays. C'est ce que je veux dire. D'accord. Nos jeunes, non, je n'ai pas fini de parler. Terminé. Ce que je voulais dire, des Ivoiriens qui vont en France, qui n'ont pas de papier, le jour qu'ils ont un petit papier, la première des choses, c'est de prendre leur avion pour venir dans leur pays. Mais lui, il est resté là-bas. Moi, c'est ce qui me pose un problème. Et puis, en plus de cela, ce que j'ai constaté, il a eu à dire que le président Houphouët-Boigny, quand il était petit, il va avec Houphouët-Boigny, et de village en village, le président Houphouët-Boigny s'arrête, il prenait du bangui. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. Il veut traiter Houphouët-Boigny d'ivrogne. Houphouët-Boigny n'a jamais goûté une goutte d'alcool. Jamais. Il n'a jamais pris une goutte d'alcool. Le seul verre qu'il a brandi, lorsqu'on a trouvé le pétrole en Côte d'Ivoire, il a brandi un verre de champagne. Mais c'est un verre, il n'a même pas bu. Houphouët-Boigny n'a jamais goûté une goutte d'alcool. Donc, c'est quelqu'un, moi je trouve, un peu de prétentieux, de suffisant. Quelqu'un qui est sorti là du néant et qui vient dans un pays qu'il ne connaît même pas, comme un animal de brousse, et venir te dire des propos comme si la Côte d'Ivoire était une chasse, comme s'il n'y avait personne dans ce pays. Donc je voulais vous dire simplement que moi j'ai assisté à quelque chose de folklorique.
j'ai assisté, pour que les Ivoiriens comprennent, et que même certains militants du PDCI comprennent que ce monsieur est un usurpateur. D'accord, très bien. On a bien compris votre avis là-dessus. Ouais. Alors, Marcellin Cissé, vous qui êtes directeur général du plan, le président du PDCI-RDA est revenu sur l'indice de développement humain. Il estime que c'est la mesure la mieux acceptée internationalement de développement des pays. Et en un an, la Côte d'Ivoire serait passée de 159e à 166e dans le monde sur 193. C'est une régression. On revient finalement à cette question qu'on a évoquée dans la première partie de cette émission. Merci beaucoup, M. Djarasouba. Alors, je vais revenir quand même sur certains des aspects techniques. Alors, il nous a été noté que l'État ne joue pas un rôle central dans la création de richesses. Je vous ai indiqué tout à l'heure, au début de cette émission, qu'il est unanimement admis par les économistes et par les ingénieurs que l'État joue un rôle central dans la création de la richesse. Alors, l'État joue un rôle central. L'État crée les conditions propices pour le développement. On ne peut pas dire que la croissance, elle est faite par le secteur privé, elle est faite par les agriculteurs. C'est parce que l'État joue un rôle central. L'État joue la coordination, la cohérence d'ensemble. C'est comme si vous dites dans un ménage, une cuisinière qui a une sauce qu'on trouve délicieuse, vous dites, écoutez, ce n'est pas la cuisinière, c'est plutôt les ingrédients. En matière de développement, c'est unanimement admis que l'État joue un rôle de premier plan. Et pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je vous ai indiqué qu'en 2012, nous avions une vision portée par son Excellence le Président de la République qui a permis de mettre en place une stratégie de développement avec différents plans de développement qui ont permis de réaliser les objectifs de développement qui sont aujourd'hui salués à travers le monde. Donc sur ce point, je voudrais bien insister, l'État, si on a une croissance aujourd'hui, c'est dû à la vision que portée par son Excellence le Président de la République, c'est dû aux investissements socio-économiques importants qui ont été mis en œuvre et c'est dû également à l'environnement, le cadre social, la stabilité sociopolitique, l'amélioration du climat des affaires. En 2016 et 2020, la Côte d'Ivoire a gagné 42 places en termes de doing business. C'est parce que nous avons des investisseurs qui font confiance à l'État de Côte d'Ivoire et qui viennent investir. C'est tout ça qui fait que nous avons... Donc on n'a pas régressé. Je reviens, je voulais faire cette précision. Bien sûr. Avant de revenir sur l'indice de développement humain. On a beaucoup débattu sur l'indice de développement humain. Je vous ai indiqué tantôt, et je voulais qu'on puisse vraiment le retenir, sans langue de bois, sans fioriture, que nous avions en 2010, et il faut le noter, un indice de développement humain de 0,454. Donc nous sommes dans une dynamique haussière de notre indice de développement humain. L'année dernière, nous avons un indice de développement humain. La Côte d'Ivoire, en 32 ans, c'est-à-dire depuis les indépendances, la Côte d'Ivoire a rejoint la catégorie des pays à indice de développement humain moyen. Au même titre que le Ghana, le Maroc et j'en passe. La difficulté que nous avons eue avec le dernier rapport qui vient de sortir, et je vous l'ai indiqué, nous avons des préoccupations sur un indicateur particulier qui concerne l'éducation. Je voudrais rappeler à vos téléspectateurs, l'indice de développement humain, il comprend la durée, l'espérance de vie à la naissance, il dépend la richesse et le niveau d'éducation. Entre 2022 et 2023, il n'y a pas eu de choc qui fait que la durée de vie de scolarité, la durée moyenne de scolarité est baissée. C'est juste que le PNUD qui a utilisé des données de l'UNESCO n'a pas utilisé les données factuelles. Et je vous ai indiqué tantôt, ça va se corriger parce que c'est des tendances lourdes qui ne peuvent pas changer du jour au lendemain. D'autant plus que les investissements socio-économiques qui soutiennent ce développement humain durable sont en place. Je voulais faire cette précision pour indiquer que les efforts qui sont faits en matière d'investissement public, en matière d'investissement privé,
se traduire par l'amélioration de notre indice de développement humain durable. C'est juste un biais méthodologique qui est en train d'être corrigé. D'accord, très bien. Honorable Redoni Soumaïla, bien sûr, je vais vous donner la parole. Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voudrais que vous me laissiez le temps de répondre, d'analyser, de faire une analyse pour que les gens comprennent. Nous sommes des politiciens et nous avons des techniciens, nous avons des documents. Les documents que nous avons aujourd'hui montrent que l'indice de développement de la Côte d'Ivoire, nous sommes classés de 159 à 166e. On ne peut pas venir sur ce plateau pour dire on va corriger. On n'a jamais eu de communiqué officiel. Quand le chiffre est sorti, c'est maintenant que le président Thiam sort ça et qu'on vient nous dire cela. Je ne peux pas accepter ça. Discutons sur les chiffres qui sont connus aujourd'hui. Si demain ça change, on changera. Nous ne sommes pas dans les pays intermédiaires, nous sommes des pays à faible. À partir du Nigeria jusqu'à Haïti ou autre, nous sommes dans l'indice de développement faible. C'est connu, c'est publié. Arrêtons de venir rediscuter des chiffres ici, alors que vous n'avez pas fait une revendication publiée officiellement. Donc ça, pour moi, on ne discute plus là-dessus. On a baissé, vous n'avez pas pu justifier pourquoi on a baissé. On prend acte. Maintenant, pour revenir à M. Douali Dodo. Salih Kerasupa, vous voyez, vous êtes une chaîne civilisée, une chaîne de télévision qui est écoutée dans tout le monde entier. Il faudrait que vous évitiez que ces gens de personnages viennent sur votre chaîne et qui viennent... poli, mon frère. Non, s'il vous plaît, Basile Douali Dodo, s'il vous tu plaît. insultes, tu détruis, etc. Non, s'il vous plaît, laissez-moi, je t'ai laissé parler, laisse-moi parler. Basile Douali Dodo, s'il vous plaît, vous attendez votre tour de table. Vous avez parlé, vous avez pas proposé des insultes. Allez-y, honorable, allez-y. Je ne peux pas me permettre qu'on insulte quelqu'un, d'instruire que ça. De 1960 à 1989, avant que le président Alassane n'arrive ici, qui avait ces traces ici? Dans ce pays-là, qui avait ces traces? On allait le chercher pour venir. Lui, au moins, il est passé, il a fait le lycée classique, il a passé le bac ici. Qui le connaissait? Mais quand il est venu, tous on a applaudi. On a applaudi. Moi, j'étais à Boaké. Quand le président Oufou l'a fait venir, moi, j'ai applaudi. Parce que c'était quelqu'un qui venait dans une situation où on avait besoin d'un sang extérieur qui est venu. On peut servir son pays en interne. Vous ne pouvez pas traiter quelqu'un d'intrus. Vous êtes un intrus au RHDP. C'est vous qui êtes intrus là-bas. Vous pouvez faire ce genre de display et puis on va s'asseoir sur une télévision. Si vous continuez comme ça, moi je me lève plus. Non, parce qu'on ne peut pas accepter ça. Soyez un peu poli, apprenons. On est allé à l'école, on a été éduqués. Il ne faut pas qu'on vienne explorer nos folies ici. J'ai la parole. Non, s'il vous plaît. Si vous reprenez, moi, si vous parlez comme ça, moi je prends ma twist, je m'en vais. Je ne peux pas accepter, non, je ne pourrais pas accepter qu'il s'agisse. Si vous continuez, moi je m'en vais. On vous a bien compris. Ah oui. Alors, vous avez quitté le PDCI RDA. Vous aurez pu y rester. Mais M. Tidjane qui est venu, il a été élu par les militants. Ce sont les militants qui l'ont connu. Vous avez dit qu'on a ramassé les gens. Vous avez vu le plateau là-bas? Tous ceux qui sont partis en officiel étaient là-bas. La population, vous insultez la population. Quand on a fait le meeting de Korogo, on a vu les bus d'Abidjan sont partis. C'est vous qui faites le remplissage. C'est pourquoi je n'ai pas donné. Faites attention à ne pas insulter les chefs. Parce que nous aussi, on s'est insultés. Mais on a été tellement bien éduqués qu'on se garde de ne pas insulter les gens. On peut quitter son pays, on peut y aller et puis revenir. Allez demander au ministre de l'enseignement supérieur. Il est promotionnaire à Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, c'est le petit-fils d'Oufoué. Il est venu, laissons les Ivoiriens le juger. Et vous avez peur de ce que vous avez dit. On ne va pas l'accepter, on ne va pas faire telle chose. Et il est venu, il est en train de faire mouche. Alors, gardez votre ventre rempli de restaurants et n'insultez pas les gens. Alors, non, je ne peux pas. S'il insulte encore, moi je prends mon truc, je me sors. On n'y arrivera pas. Ah non, on n'y arrivera pas. Alors, on ne peut pas continuer un débat où des gens viennent pour insulter les autorités. Ah non, je ne peux pas accepter ça. Non, vous avez crié votre ras-le-bol, on l'a entendu. Arrête ça et soyez civilisés. Parlons de ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il a dit, il a dit que la Nawa, écoutez bien, la Nawa c'est une zone pauvre. Oui ou non, de Gagnoa à Soubré, à San Pedro, c'est impraticable. De Soubré à Buyo, c'est impraticable. Quand tu quittes Soubré pour aller à Gueyo, à Miyagi, c'est impraticable. Vrai ou faux? Il y a combien de radios à Soubré? Il n'y en a pas. C'est une région qui a près de 1 million et quelques. On a combien de communes? Le taux de pauvreté est faible là-bas. Les populations, la Banque mondiale, comme vous aimez le chiffre de la Banque mondiale, a dit que 60% des producteurs de cacao vivent au-dessus du seuil de la pauvreté. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Arrêtons ça. D'accord, très bien. Voilà, merci. On vous a entendu, voilà. Blaise. Je reviendrai là-dessus. Vous aurez la parole. Oui, ce que je voudrais dire, parce qu'on revient encore sur la première phase du débat avec la prise de parole du DG du plan.
Je pense que c'est intéressant parce qu'on pose là les pieds dans le plat concernant les préoccupations essentielles des Ivoiriens. Je pense que tous ici, nous devons nous y atteler. C'est ça qui est important. Alors, parlant d'indice du développement humain, on revient encore là-dessus puisqu'il est venu là-dessus. L'espérance de vie en Côte d'Ivoire a baissé. Ça, c'est factuel. Oui. Le taux de suicide ici en Côte d'Ivoire, nous sommes le 3e pays où les Ivoiriens se suicident le plus, où les habitants se suicident le plus. Ça, c'est factuel. Par exemple, vous prenez 25% de ceux qui migrent de façon illégale en Europe, ils viennent de notre pays. Ça, c'est factuel. Ça dit qu'il y a un état de désespoir en Côte d'Ivoire. Vous avez peut-être fait ce que vous pouvez, mais il se trouve que ce n'est pas suffisant. Quand on dit que ce n'est pas suffisant, par exemple, M. Ouattara, quand il venait au pouvoir, il a dit « Moi, je vais vous permettre d'avoir des maisons à 25 000 francs par mois. Vous allez cotiser pour avoir des maisons. » Ça n'a pas été fait. Donc, il y a un problème de politique du logement. Et l'accès au logement est devenu difficile. Ça, c'est factuel. Donc, il faut qu'on reste dans ce carnaval-là. C'est ça qui est important. La deuxième chose, M. Ali Diassouba, oui. Il n'y a que des invités se permettent des invectives qui sont pas intéressantes. Nous sommes tous des responsables ici. À un certain âge, il faut faire preuve de beaucoup de retenue quand on parle. En tête, M. Thiam, d'imposteur, qu'il aille saluer sa famille quand il y a des décès. Mais ça, ce n'est pas le sujet qui nous intéresse ici. Ce n'est pas le sujet. C'est un sujet qui est politique. On parle de politique. Donc, je voudrais vraiment que vous puissiez recadrer. Il est un peu agité. Non, s'il vous plaît. Alors, on va éviter justement les attaques personnelles. Quand on fait le débat ici à NCI 360, l'idée, c'est de construire une opinion en Côte d'Ivoire. Oui. C'est d'aider les Ivoiriens à avoir les informations. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. On va éviter tout ce qui est personnel. De toutes les façons, chacun a son point de vue. Chacun prêche pour sa chapelle. Évitons de créer des tensions. Je pense que c'est valable pour tout le monde et on s'est compris. Sébastien Gueye-Apali. Oui, alors je voudrais dire, tout à l'heure, je disais que la scène que nous avons vue à la télévision à Soubré nous donne l'impression que 2025 pourrait être moins mauvais. C'est ce que j'avais dit. Quand j'ai écouté le président Alassane Ouattara le 18 juin, on n'a pas constaté un dérapage protocolaire ou de courtoisie. J'ai écouté le président Thiam, il n'y a pas eu de dérapage protocolaire ou de courtoisie. On est en droit de s'inquiéter en définitive de la façon dont les choses vont se dérouler quand les campagnes vont commencer, quand nous entendons certains termes qui, pour nous, analystes, heureusement que je suis linguiste, on ne traite pas... quand on traite les autres de ce genre d'adjectifs qualificatifs, nous, quand on est chez nous à la maison là-bas, on commence à plier nos bagages pour chercher à se mettre à la frontière la plus proche du pays pour partir. C'est ça, en fait. Pour partir, parce que ça veut dire qu'on n'a pas fini de voir les choses mal tourner. On est obligé de penser comme ça. Mais à côté de ça, écoutez, 275 quarts, bon, c'est une culture du pays, hein. C'est une culture du pays, tout le monde ramasse des quarts, donc ça, ce n'est pas un problème. Mais j'ai failli être très heureux que l'atmosphère se soit calmée, mais je crois qu'on peut s'inquiéter encore. Et nous, quand on quitte ce plateau, on va aller pour prendre nos bagages, pour s'apprêter, pour que, au cas où les politiciens recommencent, on puisse quitter tranquillement. Quand ils vont finir, on va revenir. Je pensais que c'était derrière nous. C'est des caractères récessifs. Oui, ce sera derrière nous, on l'espère. On pourra compter sur tout le monde. Honorable Basil Gouazil Dodo, vous vouliez réagir en espérant que le verbe puisse descendre un tout petit peu, s'il vous plaît. Qu'est-ce que dois-je dire vraiment? C'est de demander à mon frère Brendoumi de ne pas avoir la démangeaison. Parce que j'ai l'impression que ce que je viens de dire, ça l'a beaucoup irrité. Et c'est normal. Mais c'est des faits. Donc ce que je voudrais dire simplement, c'est que Thiam, nous parlons de Thiam, nous parlons de la mobilisation qu'il y a eu comment on appelle ça, à Soubré. J'ai dit que c'est une mobilisation folklorique. Ou bien je ne suis pas en droit de le dire. C'est une mobilisation folklorique. Parce que c'est des gens qui ont été ramassés et vous allez trouver les mêmes personnes dans d'autres mobilisations encore en Côte d'Ivoire. Et vous allez dire qu'ils sont pleins, ils sont nombreux. Mais c'est un fait. Parce que les gens sont quittés chez moi à Vavois pour partir.
Il y a des gens qui sont quittés un peu partout pour partir. C'est moi, je suis à Abidjan pour aller aussi. Voilà. Donc, c'est une mobilisation folklorique. Non, Donc nous, au RHDP, ça ne nous inquiète outre mesure. Il n'y a pas de cette mobilisation. Et puis après, j'ai dit ce que j'ai eu à dire. C'est pas bon, je n'accepte pas ça. Voilà, mais ça c'est votre problème. S'il vous plaît, on va éviter les invectives. Il faut qu'ils reconnaissent on va éviter les attaques personnelles. Au président Thiam, c'est une maladresse. S'il vous plaît. C'est une maladresse. Ce n'est même pas une maladresse. J'ai dit ce que j'avais à dire et je l'ai bien dit. Oui, mais moi, je vais te dire ce que je pense. Bon, très bien. Monsieur, nous voici presque au terme. S'il vous plaît, honorable Redoumi, Basile Gwali Dodo, s'il vous plaît, on va se calmer. Marcelin Cissé. Oui, merci beaucoup, monsieur Djarasouba. Je voulais revenir un peu sur des aspects au niveau de la NAWA. Alors, je voulais indiquer, il vous souviendra que dès 2012, l'un des projets phares du gouvernement dans cette région, c'est le barrage de Soubré. À travers le barrage de Soubré, nous avons renforcé l'accessibilité des populations dans cette zone, y compris à l'ouest du pays, à l'électricité. C'est un projet important. Nous avons également dans le programme du gouvernement une zone, la zone de San Pedro et de Soubré notamment. Nous en faisons un pôle agro-industriel et vous avez noté qu'il y a une première usine de transformation de cacao qui a été installée au niveau de Soubré, mais également au niveau de San Pedro. L'objectif sous-jacent, c'est quoi? Nous voulons renforcer les revenus des paysans. Nous voulons transformer les produits agricoles et nous voulons ramener auprès des producteurs les unités de transformation pour qu'on puisse insérer la Côte d'Ivoire dans une dynamique de chaîne de valeur régionale et internationale. C'est une politique du gouvernement et adossé à ça, c'est un programme de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone. Je note que c'est des besoins, des préoccupations qui ont été répertoriés dans le plan national de développement et il y a un programme qui est en cours de mise en œuvre qui doit permettre à ces producteurs, au-delà de l'amélioration des revenus agricoles, j'ai entendu tout à l'heure que les paysans ne roulent pas dans des véhicules, mais ce que je peux dire, c'est que depuis 2012, il y a une réforme importante, 60% du prix CAF, les revenus des paysans se sont substantiellement améliorés. Et vous avez entendu le discours du chef de l'État. L'objectif, c'est d'aller plus loin dans la transformation structurelle de notre économie, la transformation des produits agricoles, avec une politique qui devait permettre d'améliorer encore les revenus des paysans. C'est ce que je voulais indiquer. C'est une zone qui est au cœur de la politique de développement du pays, parce que nous savons très bien que les paysans qui produisent le cacao sont dans cette zone et il y a une politique de ciblage spéciale pour cette zone. Et vous verrez, c'est des programmes qui sont mis en œuvre par le gouvernement. Nous sommes tous là, nous sommes tous contemporains et on jugera sur les effets tangibles de ces politiques qui sont en cours. Très bien, on termine avec vous, honorable Redoumi. C'est quoi les prochaines étapes après cette tournée dans la NAWA? Avant de dire, j'ai dit que moi, je constate que la zone est pauvre alors qu'elle produit de la richesse. Ça, aujourd'hui, où je suis en train de vous parler là, après 12 ans d'exercice de pouvoir, il n'y a pas de route, il n'y a pas de bonne humanité, il n'y a pas de connexion, la zone est pauvre, on vient, les gens le vivent. Et les gens nous écoutent. Les gens qui nous écoutent là. Si c'est vrai, ils vont le dire c'est faux. Mais en ce qui concerne les étapes, nous avons placé au niveau de la Côte d'Ivoire divisée en 14 districts. Le président du parti va faire d'abord les 14 districts. Et la prochaine étape, nous analyserons, c'est lui qui va fixer le calendrier, mais il va faire les 14 districts. Et l'objectif, c'est d'écouter et d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le PDCI RDA s'est réorganisé pour venir reprendre le pouvoir, non pas pour y exercer par plaisir, mais pour améliorer les conditions de vie des populations. Que ce soit 37% ou 39% des Ivoiriens, on a à peu près 4 Ivoiriens sur 10 qui sont pauvres après 12 ans d'exercice. Que ce soit 37 ou non, on a un taux d'endettement pour 30 000 milliards de dettes, on n'a pas pu pouvoir faire la route de Gagnoa à San Pedro pendant 12 ans. C'est ça la réalité. Je n'invente rien. Après 12 ans d'exercice, c'est maintenant qu'on planifie une zone qui n'a pas 40% des ressources agricoles de notre pays. On ne peut pas. On parle de 60% des prix aux populations. Vous avez fait le prix CAF à 663 francs pour la narcade. Les paysans, ils ont eu combien?
Aujourd'hui, allez-y dans le Nord, vous êtes du Nord, moi, c'est 150 francs CFA qu'on paye aux gens. Le cacao, aujourd'hui, on a 5 000, 7 000 francs CFA. Non, on a bataillé à l'Assemblée à crier pour qu'on puisse avoir 1 500. Serez-vous capable de payer en octobre à 2 000 francs CFA? Il faut prendre les engagements. C'est ça qui est la réalité aujourd'hui qu'on vit. Et quand on parle, il faut parler sur le problème plus que s'adresser aux personnes. Ne voyez pas M. Thiam. M. Thiam est un Ivoirien. Il est venu, il s'est fait élire comme président du PDCI RDA. On va à la convention, nous on ne choisit pas les gens par acclamation, on va l'élire, il sera candidat et le peuple va juger. Pour qu'on puisse ne pas avoir de palabres, monsieur, il faut qu'il y ait une transparence dans les élections. Que la liste électorale soit claire, que les gens soient comptables, que les gens puissent voter et qu'il n'y ait pas de tricherie. Et qu'on n'aille pas déclarer les résultats à la place ou à la CEU qu'on aille déclarer ailleurs. D'accord. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Vous voulez réagir très rapidement? Allez-y. Écoutez, M. Ali de la Souba, je voudrais juste rebondir sur ce qu'il vient de dire. Il dit qu'au PDCI, on ne choisit pas les gens par acclamation. Au RHDP, on ne choisit pas les gens par acclamation. C'est eux qui voulaient que le président de la République qui est venu parler à la nation, dise là-bas que soit il n'est plus président, soit c'est tel qui est président. Non, le président est un parti politique. Le PDCI n'a pas dit ça. Le président est un parti politique. Vous dites que le discours est vide parce qu'il n'a pas dit ça. Voilà. Donc le président est un parti politique. Et c'est au sein de son parti qu'il organise tout ça. C'est la raison pour laquelle nous disons que le président, son discours était un discours clair, limpide et tout. Et maintenant, ce que je voulais juste ajouter. Vous savez, pendant dans cette reconquête du pouvoir que le PDCI est entamé, je pense que ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que d'abord, dans un premier temps, nous sommes partis aux élections. Nous sommes partis aux élections. Et au cours de ces élections, le PDCI et le PPACI se sont mis ensemble, par exemple, dans le Haut-Sandra. Nous les avons battus lamentablement. Et dans d'autres villes aussi. Le PDCI et le PPACI se sont mis ensemble, nous les avons battus lamentablement. Ça, c'est clair. Et dans d'autres villes. Donc, nous ne comptons même pas sur qui que ce soit. Et le PDCI n'existe même pas dans plusieurs parties de la Côte d'Ivoire. Le RHDP est un parti national, un parti qui est assis, un parti qui est représenté dans toute la Côte d'Ivoire, sur toute l'étendue du territoire. Donc, au-delà de ces manifestations folkloriques, je reviens là-dessus, c'est juste pour vous faire une santé, pour vous préparer peut-être pour les années 2050. On vous a bien compris, Basile Gwali-Dodo, nous sommes au terme de cette émission. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre ce débat captivant sur le meeting du PDCI RDA. Nos experts en analyse politique ont apporté des éclairages variés sur les messages, les enjeux et les implications de cet événement pour notre paysage politique. Nous espérons que ces échanges ont été instructifs et ont permis de mieux comprendre les perspectives et les positions du PDCI RDA. Nous vous encourageons à partager vos avis et vos impressions en commentaire. Vos contributions sont précieuses pour continuer à enrichir le dialogue démocratique.